Bonjour, chers intervenants, chers étudiants, chers invités. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce webinaire, ce thème de la géomatique, spécialité d'avenir au service des activités socio-économiques. Il s'agit d'un webinaire de communication concernant les formations continues de la géomatique au niveau de la faculté polydisciplinaire de TESA, de niveau Bac+3 et Bac+5. Nous espérons que cette rencontre à distance répondra à toutes vos attentes et à toutes vos questions. Nous allons élargir notre thème par six présentations de six intervenants. Je vous remercie également les gens qui ont rempli le formulaire de préinscription qui sont intéressés par nos formations, qui sont un nombre assez important. Donc, je vais commencer, je vais partager mon écran pour la première présentation. Alors, donc, la première présentation sera présentée par moi-même. Je me présente tout d'abord. Je m'appelle Oussama Jnah, géomètre géomaticien à l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah, faculté polydisciplinaire de TESA, et responsable communication de deux formations, de deux diplômes universitaires, technique géomatique Bac+3 et génie géomatique Bac+5. Ce sont deux formations continues qui sont accréditées par notre université depuis l'année dernière, 2020. Alors, la première présentation sera comme titre « Sciences géomatiques et technologies d'acquisition des données ». Donc, durant cette présentation, on va essayer de voir les sciences de la géomatique, les techniques d'acquisition de données géographiques, à savoir l'acquisition de données satellitaires, l'acquisition de données aériennes, l'acquisition de données terrestres. Et finalement, on va essayer d'avoir quelques domaines d'application de la géomatique. Donc, la géomatique est bien sûr la discipline scientifique qui intègre un ensemble de méthodes et techniques d'acquisition, de traitement et diffusion des données. Donc, il est appelé également les sciences de l'information géographique. Les sciences de l'information géographique, donc c'est un noyau informatique. C'est un noyau informatique de plusieurs disciplines qui sont variées et complémentaires, à savoir SIG et cartographie, l'arpentage et topographie, l'informatique spécialisée, la géodésie, la télédétection et la photogrammétrie. Donc, dans le domaine de l'arpentage et topographie, donc ça nous permet de collecter et d'avoir des données sur le terrain à travers des mesures linéaires, des mesures d'angle et de distance, afin de produire des cartes et des plans de différentes échelles. Et les SIG et les cartographies, donc les systèmes d'information géographique, donc ce sont des systèmes qui nous permettent de rassembler, de collecter des données et de présenter sous forme des rendus cartographiques à l'aide des logiciels qui sont des logiciels open source ou bien propriétaires. Donc, c'est un moyen de partage de données et de collaboration. Donc, on peut bien sûr, à l'aide de la cartographie, à l'aide des logiciels de cartographie assistés par ordinateur, on peut partager des données de plusieurs objectifs. Bien sûr, la géodésie, donc c'est une science qui est très intéressante, c'est une science qui étudie la forme et les dimensions de la Terre, bien sûr, ainsi que chansons de pesanteur. L'informatique spécialisée,
Donc, c'est une discipline indispensable dans le domaine de l'information géographique en tant que support des métiers de la géomatique, puisqu'on a, notamment via le développement des fonctionnalités, bien, des plugins euh, additionnels dans les logiciels, quels que soient les logiciels open source QGIS ou bien des logiciels propriétaires, bureautiques, d'Esri ou bien d'autres logiciels SIG. Donc, notamment par la programmation web, via la programmation des pages web, la cartographie interactive, ça fait des géoportails, des web mapping, ou bien la programmation et développement d'applications mobiles de géolocalisation, par exemple comme HairMaps, les applications comme localisation. Bien sûr, on travaille avec des données massives, ce qu'il fait donc, il faut des données massives, bien sûr via l'exploitation des bases de données. Et on peut, bien sûr, administration de bases de données spatiales, la visualisation et l'analyse 3D, en passant par le big data. Donc, la photogrammétrie, donc c'est bien sûr c'est une science intéressante dans la géomatique. Elle traite, bien sûr, à l'aide des prises de vue aériennes effectuées sur le terrain, soit des avions, via des drones. On exploite des rendus cartographiques qui sont des orthophotos, des modèles numériques de terrain, donc on peut exploiter plusieurs données. La télédétection aussi, donc c'est recueil de l'information sur une cible au sol et ce par l'analyse et l'interprétation d'images qui sont captées à distance via des capteurs qui sont embarqués au bord d'un satellite. Alors, les techniques et les technologies d'acquisition des données géographiques, donc les données géographiques peuvent être acquises de plusieurs manières, à savoir donc chaque méthode a ses spécificités, a ses techniques, donc chaque projet varie et selon les critères et selon la demande des clients. L'acquisition des données satellitaires, donc le capteur donc, et l'appareil qui collecte l'information par mesure de rayonnement embarqué à bord de la plateforme. Il peut être une caméra, un radiomètre ou un scanner ou un lidar ou radar. Lorsqu'on parle des satellites, donc les capteurs sont généralement des radiomètres ou scanners pour la télédétection passive et un radar pour la télédétection active. C'est la télédétection radar. Il existe deux types de capteurs de télédétection. Le capteur à balayage transversal, le type Landsat comme MSS ou TM, et le capteur à balayage longitudinal comme SPOTS HRV ou Landsat 8 Oli. Voici les capteurs MSS et le capteur TM en cours de construction, en cours de tâche. L'acquisition des données aériennes, donc notamment via des prises de vue effectuées sur le terrain à l'aide soit des avions aériens, donc à l'aide des avions, donc il y a tout un enchaînement d'étapes pour acquérir des données aériennes. Par exemple ici, donc c'est trois images de la Tour Eiffel ont été acquises à des différents angles de différentes et à des différents instants. Donc, c'est plusieurs facteurs qui peuvent influencer sur des mesures aériennes. Donc, soit la hauteur de vol, le champ de vision, la ligne de vol, les recouvrements latéral, longitudinal, transversal et d'autres.
L'acquisition de données via des drones qui sont donc les drones qui sont donc autopilotés ou bien autopilotés ou bien pilotés automatiquement, donc via l'acquisition par des drones de plusieurs marques, de plusieurs types, à savoir les drones Sensefly ou bien des drones à voilure tournante comme le Phantom Pro. Euh, Bien sûr, voici une prise de vue aérienne par drone pendant la période des confinements d'une partie de notre faculté. Et on peut cartographier toute une ville par des images exploitées, par des images exploitées issues des drones, bien sûr, à l'aide le traitement effectué sur plusieurs logiciels, à savoir les logiciels de traitement des images de photogrammétrie, à savoir Metashape, PX4D Mapper et d'autres logiciels qui font partie soit de la cartographie classique ou bien d'autres. On peut modéliser toute une ville, ou bien une partie d'une ville. Bien. La troisième partie d'acquisition des données, donc, sont l'acquisition des données terrestres qui sont obtenues par des mesures directement sur le terrain, bien sûr à l'aide des instruments appropriés comme par exemple, on trouve les géomètres topographes, ce sont des professionnels qui travaillent avec des appareils, des instruments qui sont important dans la représentation de la réalité de terrain, à l'aide, bien sûr, des théodolites. Ce sont des instruments de mesure des angles horizontaux et verticaux, des stations totales, qui enregistrent les données linéaires d'une manière automatique, des stations totales robotisées, des niveaux de chantier pour la détermination des altitudes et des différences d'altitude, des différences d'auteur entre des points, les relever à l'aide, bien sûr, à l'aide des mesures GPS qui sont liées un récepteur qui est lié à des bases fixes et lié à des satellites d'observation mesurés ou bien pour faire des localisations sur le terrain ou bien pour implanter des projets. L'acquisition par la technologie, les DAR, notamment aussi par les scanners 3D, la scanner laser 3D de plusieurs marques, de plusieurs spécificités techniques. On peut avoir un niage de points, on peut le traiter sur des logiciels de traitement des données dédiés à la technologie LIDAR. Euh, on parle ici des domaines d'application de la géomatique sont variés et donc c'est un secteur d'activité appliqué à tous les domaines. Donc, on va essayer de voir quelques domaines d'application dans l'agriculture, foresterie. Donc, on peut, à l'aide des images qui sont exploitées par des images usées des satellites ou bien des images usées des drones ou bien des avions aériens. On peut faire des statistiques agricoles, on peut prévision de la récolte, la surveillance et le suivi de la forestation, on peut modéliser et piloter toute une ferme, par exemple. Dans le domaine d'aménagement et du territoire, donc la détermination des axes d'aménagement, la détermination des zones de développement, la détermination des domaines d'action prioritaires, tout ça, ça fait partie de la géomatique. Donc, c'est un géoportail des plans d'aménagement, le plan d'aménagement de la ville de Tsaza. Dans le domaine de la géologie, on trouve donc, bien sûr, on peut faire la cartographie géologique, on peut bien sûr faire la cartographie des linéaments, des lignes, les failles, les déplacements,
mesurer, représenter les différentes structures d'une zone. On peut bien sûr domaine de la prospection minière dans la phase de reconnaissance ou bien dans la phase d'exploitation. Bien sûr, aussi le cas des masses Landsat montrant la boutonnière de Boaz et le massif de Siro. Bien sûr, la conservation des patrimoines, l'inspection des carrières, on peut représenter des patrimoines, on peut les modéliser en 3D. Bien sûr, on peut suivre l'état de notre carrière, bien sûr, par le suivi, ou bien sûr, le suivi et les mesures, les calculs d'équibature, de notre stock de matériaux. Bien sûr, on peut inspecter des lieux qui sont des zones difficiles d'accès. Donc, on peut bien sûr le contrôle de panneaux solaires. Après une mission sur une centrale solaire, nous pouvons détecter avec précision les panneaux présentant des anomalies afin de pouvoir intervenir rapidement et éviter un gaspillage énergétique. On peut bien sûr, à l'aide bien sûr les données qui sont issues des drones, on peut capturer et signaler avec précision les événements ou bien qui conduisent à des pertes, à des graves pertes économiques telles que les dommages aux cultures et d'autres. Donc, le domaine de la géomatique donc, sont nombreux, divers et de nouveau sont découverts régulièrement. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez intervenir soit d'activer votre micro, soit par de mettre votre question dans la discussion. J'accorde maintenant la parole pour la deuxième présentation de M. Nasreddin Azzouzi. Bonjour tout le monde. Bien, je vous souhaite la bienvenue à la faculté polydisciplinaire de Taza, qui, comme M. Oussama a signalé, qu'elle délivre deux diplômes de formation continue qui sont des diplômes universitaires. Et donc, voilà, donc, je vous remercie de votre présence. Alors, ma présentation sera rapide, sera un petit peu complémentaire à la présentation de M. Oussama, qui nous a présenté donc les données, et, disons les méthodes d'acquisition des données, qui vous avez vu, qui sont extrêmement divers. Et ces données sont utilisées par des domaines d'activité qui sont également très divers. Je dirais tous les domaines d'activité, du moment que l'on possède donc des données qui sont spatialisées, c'est-à-dire qui sont représentées, hein, qui sont présentées. Je vais d'abord partager mon écran donc, pour vous montrer à fur et à mesure quelques... Donc là, par exemple, je vous montre des données qui sont présentées, qui sont dans le domaine d'activité de la géologie et de la prospection minière. Alors, je ne vais pas les expliquer, c'est juste pour vous montrer la structure. Hein. Donc, nous avons donc là, comme vous voyez, des données qui sont numériques, qui sont aussi textuelles. Et ces données sont donc référencées spatialement spécialement par leurs coordonnées X, Y et Z. Donc, cette base de données, comme vous la voyez, elle est une base de données de démonstration qui est toute petite, mais on peut avoir des bases de données qui sont extrêmement fournies et extrêmement grandes. Alors, ces bases de données vont nous servir dans notre... Est-ce que vous pouvez partager votre écran après votre écran?
Oui, je ne vous entends pas, il y a un problème. Vous m'entendez? On n'a pas votre Bonjour, écran, docteur. vous l'avez partagé. Le partage, Oui. l'écran n'est pas Oui, partagé. non, pas Oui, l'écran encore. n'est pas partagé. Vous n'avez pas reçu le partage. Merci. Vous l'avez? Non? Non, pas encore. Oui, très bien. Maintenant, il est partagé. D'accord, très bien, merci. Alors, je reprends. Hein, j'étais en train de montrer une petite base de données d'exemple qui est ici sur Excel, qui montre les données géologiques et minières qui sont référencées spatialement par les coordonnées X, Y et Z, qui est la condition essentielle pour qu'on puisse donc utiliser les outils géomatiques. Alors, cette base de données dont je vais juste vous montrer donc une animation à fur et à mesure que je suis en train de parler. Est-ce que vous voyez, j'espère que vous voyez cette animation qui a été réalisée donc pour modéliser un gisement minier, donc une minéralisation. Et bon, là, c'est donc le but de cette animation, de vous montrer donc qu'est-ce qu'on peut faire donc avec des données donc qui sont spatialisées. Alors, ce que l'on peut faire, c'est d'abord la visualisation. On peut voir donc nos sondages, on peut voir ce qu'ils contiennent, c'est-à-dire les échantillons, leur analyse chimique. Donc ici, vous voyez on voit donc nos sondages, nos différents intervalles avec leur composition minérale, et on voit aussi donc une première étape de traitement, puisque le sujet de cette présentation, c'est le traitement des données. Donc là, vous voyez des histogrammes ou des graphiques qui sont visualisés en 3D en parallèle avec les sondages. Donc pour ceux qui sont habitués avec la géologie, on voit ici donc un log stratigraphique, et en parallèle au log stratigraphique, nous avons donc nos différents intervalles qui contiennent donc la composition chimique de chaque échantillon. Et là, le but, c'est en fait, d'utiliser ces échantillons pour faire un traitement. Donc, le traitement que nous on souhaite réaliser. Donc, ici, vous voyez le début de ce traitement. Donc, à travers, donc, on voit. Bon, ça passe vite. On voit en haut donc la surface topographique. Vous voyez toutes les lignes qui sont verticales ici, ce sont nos différents sondages qui contiennent donc les données, qui contiennent les échantillons avec leur analyse chimique. Et notre première étape de traitement, c'est la réalisation donc de notre enveloppe minérale. Donc en rouge, nous avons donc la minéralisation. Le gisement que nous on souhaite de modéliser, on le voit en dessous de notre surface topographique. Chose que l'on ne peut pas faire directement sur le terrain, mais avec ces outils-là donc de géomatique, ça nous permet donc de visualiser en 3D des choses qui sont complètement inaccessibles pour nos yeux et pour nos sens. Donc, je disais que ça, c'est la première étape de traitement. Et une étape suivante, pour ceux qui sont habitués des systèmes d'information géographique, il y a ce qu'on appelle les SIG raster, qui sont constitués donc par qui sont composés par des cellules, qui sont constituées par des cellules dans l'espace, réparties dans l'espace, distribuées, et pour lesquelles on cherche à modéliser ou à interpoler donc des informations qui ne sont pas réellement contenues dans ces cellules, c'est-à-dire qui sont complètement inconnues. Donc là, nous en avons l'équivalent en 3D, peut-être que ça ne se voit pas très bien, mais ici,
bon là c'est mieux quand ça bouge, hein, on voit donc l'équivalent des cellules 2D, on voit des cellules 3D, c'est-à-dire des petits cubes qui ne contiennent pas initialement l'information donc géologique ou géochimique que nous on cherche, mais qui contiennent donc comme vous voyez ici donc ce zoom, on voit donc des petits points qui correspondent donc à la position de nos échantillons et donc qui contiennent également la composition chimique. Et donc cet outil géomatique va nous aider à interpoler et à donner à chaque cellule ou à chaque cube, petit cube, une valeur. Donc là, vous voyez que les petits cubes ont changé de couleur et maintenant leur couleur reflète leur composition chimique interpolée. Hein. Donc, je viens de dire, j'insiste sur le fait que initialement, on n'avait pas la donnée pour la cellule et maintenant, après traitement, oui, on a une donnée qui accepte une certaine marge d'erreur, qui est estimée et qui peut être utilisée par le mineur qui va exploiter. Donc, voilà, donc c'est juste une approche donc, de ce que la géomatique est capable de faire. Donc, mais ce que vous devriez retenir, c'est qu'on part d'un certain nombre de données qui sont thématiques, qui nous appartiennent, donc qui appartiennent au secteur d'activité sur lequel nous on travaille. Celui-ci, ce secteur-là, c'est le secteur minier, mais ça peut être par exemple la sécurité, ça peut être les pompiers, ça peut être la gestion du territoire, etc., comme a expliqué M. Oussama tout à l'heure. Donc, alors, une fois les données traitées, eh bien, on peut les utiliser donc pour prendre des décisions et pour donc gérer donc la mission ou le projet sur lequel on est en train de travailler. Donc voilà, je reviens donc à notre diplôme, hein, donc à nos 2 diplômes de géomatique, donc de formation continue, qui sont délivrés depuis l'année dernière et sur lesquels nous avons bien travaillé jusqu'à maintenant. Donc, nous espérons trouver parmi vous donc des intéressés. Juste une petite chose, hein, donc je voudrais insister sur le fait que nos 2 formations sont essentiellement axées sur la pratique. Hein, donc nous faisons le maximum d'efforts à ce que que les inscrits pratiquent ou nos étudiants pratiquent en réalité à fur et à mesure donc de l'avancement des modules. Donc au lieu d'insister sur les concepts ou sur la théorie, nous faisons donc au maximum donc, travailler les étudiants sur des exemples concrets, des cas concrets et des projets qui sont concrets et réels ou réalistes. Merci de votre attention et bonne continuation. Merci, M. Nasser Abdelaziz, pour cette présentation. Nous avons des questions concernant est-ce que merci pour je viens d'interroger juste pour l'accrédité du master, quand vous avez mentionné qu'il est accrédité par l'université. Oui, il est accrédité par l'université de Sidi Mohamed Ben Abdallah. Et dans le cycle, donc via ce diplôme, vous pouvez travailler dans le secteur privé. Dans le secteur privé. D'accord. Monsieur Tbiaoui a demandé donc à vous la parole. Allez. Donc, continuons par la 3e présentation par M. Mohamed Al-Hfiani. J'accorde. Oui, bonjour Monsieur Oussama. Oui, vous pouvez vous m'entendez? Présenter. Oui, je vais. Oui, oui. S'il vous plaît. Ça va avancer vite.
S'il vous plaît, vous pouvez voir mon écran? Oui, Oui, c'est bon? oui, c'est Oui, bon. c'est bon, oui, c'est bon. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, Monsieur Sama, pour l'invitation d'être parmi vous dans ce webinaire à propos de la géomatique, spécialité d'avenir au service des activités socio-économiques. Je vais essayer de vous montrer deux exemples de la géomatique et la modélisation comme cas d'exemple d'application dans le domaine environnemental, comme je suis chercheur à la faculté des sciences de Meknes, l'université Moulay Ismail. Donc, je vais essayer de vous montrer deux travaux de recherche qui ont été réalisés dans le cadre de nos travaux de recherche ici à la faculté des sciences de Meknes. Donc, le premier sera à propos de l'étude des changements d'occupation du sol. Donc, nous avons pris comme cas d'exemple le bassin de Boufkran, qui est un bassin de la région de Meknes. Et un autre exemple, c'est à propos de la modélisation et la cartographie de la salinité des sols. Donc, nous avons pris comme cas d'exemple la plaine de Tafilat au sud-est de Maroc. Donc, je vais essayer d'être très bref. Donc, je ne vais pas passer 10 minutes dans les deux cas d'exemple. Et après, si vous avez des questions, on va essayer de répondre au maximum de questions. Donc, pour la première zone d'étude, sur le bassin versant de Boufkran, il est situé au centre nord du Maroc. Donc, c'est l'un des, donc en amont la partie amont de grand bassin de Sbo. Donc, cette zone qui est une partie de la plaine de Seyss, donc qui se caractérise par une qualité très importante du sol et aussi avec une quantité très importante de point de vue ressources hydriques. Donc, avec la présence de deux villes dans notre bassin versant, qui est la ville de Meknes en aval de notre bassin et aussi la ville de Boufkran ici au centre. C'est une petite ville. Donc, avec le développement socio-économique de la région et aussi avec le développement urbain, on a toujours donc une augmentation de la population et par la suite, il y aura un changement très important de point de vue d'occupation du sol dans le bassin versant. C'est pour ça que nous avons étudié ce processus-là. Donc, je vais vous montrer la méthodologie, donc en se basant sur des images satellitaires qui ont été prises dans plusieurs dates. Donc, nous avons essayé de faire une cartographie d'occupation du sol. Donc, je vais vous montrer seulement la première partie parce qu'il y avait une autre partie à propos de la demande en eau et comment on peut extraire la demande en eau aussi à partir des données géomatiques. Mais je vais se concentrer sur la cartographie d'occupation du sol à travers les images satellitaires. Donc, bien sûr, il y avait un traitement des images, à savoir la calibration radiométrique et la correction atmosphérique, parce que toujours on cherche un paramètre physique à le modéliser ou bien le cartographier en se basant sur les images satellitaires. Donc, la calibration radiométrique, c'est l'objet de la calibration radiométrique et les corrections atmosphériques, c'est de passer au compte numérique de l'image vers un paramètre physique, donc mesurable. Et après, nous avons essayé de faire la cartographie d'occupation du sol en se basant sur un classifieur qui s'appelle Maximum Likelihood Classification. Donc, en se basant sur des données de terrain qui ont été prises dans plusieurs missions de terrain. Donc, comme vous voyez ici, donc, cette carte qui représente les différentes données qui ont été prises durant les missions du terrain et les différentes catégories, donc à savoir les zones urbains, le céréal, les arbres fruitiers, etc. Donc après, nous avons fait l'évaluation des différentes classifications en se basant sur les matrices de confusion. Donc ces matrices de confusion qu'on peut montrer, par exemple, la précision globale et on peut calculer d'autres types d'erreurs ou bien d'autres types de précision, à savoir la précision de producteur, la précision de l'utilisateur et aussi des erreurs, à savoir l'omission, commission, etc. Donc, et l'indice kappa. Donc, cette classification a montré une forte perception pour les zones urbaines surtout, donc avec une précision globale donc qui dépasse toujours les 95, etc. Donc, ce tableau, il montre
la précision globale pour l'image utilisée en 2018 et on voit que la précision, il a dépassé 85%. Et avec un indice kappa déjà parfait, donc 0,8. Alors que pour les autres dates, on voit qu'un indice kappa modéré, et ceci il est dû essentiellement parce que les données utilisées pour la validation, ce sont des données en 2018. Donc, on n'arrive pas à prendre des données pour les deux autres dates. C'est pour ça donc les classifications étaient modérées dans ces deux dates. Mais quand même, on peut estimer d'une manière globale les différents changements qu'il y a eu la zone d'étude. Donc, par exemple, on voit ici une augmentation de la zone urbaine à propos 2 fois et aussi une dégradation dans la forêt dans notre zone d'étude. Bien sûr, c'est la forêt qui se situe dans le moyen Atlas. C'est la partie d'El Hajeb. Donc, on voit très clair les changements qu'il y a eu la zone du sud. Par exemple, une expansion urbaine énorme, donc avec 2 fois de la ville de Meknès. Donc, et après, je vais vous montrer la carte. Aussi, donc, il y avait une dégradation de la forêt. Donc, vous voyez que à travers les outils géomatiques, on peut estimer les différents changements qu'il y a eu dans du sud durant une période donnée. Donc, voilà un focus ou bien une zone qui était faite sur la ville de Meknès. Donc, la portion qui a été colorée en vert représente la ville de Meknès en 1990. Alors que l'évolution en jaune représente l'évolution qui a eu la ville durant la période de 1990-2003 et après l'évolution en 2018. Donc pour la deuxième étude, donc c'est une étude à propos de la modélisation de la salinité du sol à travers les imageries satellitaires. Donc, nous avons pris plusieurs échantillons dans le terrain et après, à travers ces échantillons-là, je vais vous montrer comment on peut modéliser le phénomène de la salinité du sol dans la plaine à travers les imageries satellitaires. Donc, la méthodologie comme suit. Donc, nous avons fait une mission de terrain en même temps de passage de satellite et après, donc, il y avait toujours un traitement des images et extraction des différents paramètres. Comme vous savez que chaque image, donc on peut voir pour chaque capteur ou bien pour chaque type d'image, il y a des différentes bandes, donc les bandes qui forment cette image. Donc, par exemple, les images Landsat, je pense, on a 11 bandes. Parmi ces bandes-là, on trouve les bandes qui ont enregistré la bande qui enregistre les rayonnements électromagnétiques prises dans le spectre du bleu, du vert, du rouge, du proche infrarouge. Et après, nous avons calculé un indice de salinité. Donc, vous pouvez trouver dans la littérature plusieurs indices. Donc, à travers une étude statistique, donc on essaie de trouver une corrélation entre les différentes bandes et aussi les mesures prises de la conductivité électrique dans le terrain. Donc, on a essayé de modéliser à travers un modèle statistique empirique la salinité du sol pour avoir trouvé une carte de la salinité du sol trouver une carte qui explique la variation de la salinité du sol dans le terrain. Donc, on peut faire plusieurs types de modèles parce qu'on a par exemple des modèles empiriques statistiques comme ce cas, mais on peut appliquer d'autres modèles, savoir les modèles stochastiques ou bien les modèles dynamiques, etc. Donc, cette régression linéaire, donc on peut par exemple prédire par exemple, dans notre cas, c'est la conductivité électrique qu'on veut prédire dans ce sens. Donc, on cherche un intercept, donc de telle sorte de trouver une équation qui regroupe les différentes bandes, parce que, par exemple, X1, X2, X jusqu'à XK, ce sont des mesures de compte numérique qu'on peut extraire à travers les bandes. Dans la place, on a fait les mesures de la conductivité électrique. Et à chaque fois, on intègre un paramètre, on fait l'extraction d'un autre, etc. Donc, c'est une alternation des différents paramètres de telle sorte de trouver un modèle convenable pour modéliser
la conductivité électrique dans le terrain. Donc, nous avons essayé d'élaborer plusieurs modèles avec des équations. Et voilà, donc cette figure-là, donc elle montre toujours pour chaque modèle le niage de points pour la conductivité électrique mesurée sur le terrain et la conductivité électrique estimée par le modèle. Donc, on peut faire l'évaluation de modèles parce que dans ce cas-là, nous avons fait une vingtaine de modèles en se basant sur les probabilités possibles. Mais nous avons fait l'évaluation en se basant sur l'indice de conformité et l'erreur quadratique moyen qu'on peut trouver donc, entre une valeur mesurée sur le terrain et une valeur estimée à partir des images satellitaires. Donc, il y a aussi les variables. Donc, par exemple, pour le premier modèle, on a pris les deux variables, par exemple, l'indice salinité et le proche infrarouge. Donc, pour extraire une équation donnée, donc, qui sera appliquée sur les bandes pour extraire la cartographie, pour extraire le paramètre à partir de l'image. Donc, voilà cette carte qui montre comment on peut cartographier la conductivité électrique à travers les imageries satellitaires dans ce travail, comme on a fait. Donc, je vais bien expliquer la méthode. Mais par exemple, ce qu'on a fait pour la conductivité électrique, on peut le faire pour un autre paramètre donné, mais il faut prendre en considération, par exemple, les zones où il y a la réflexion maximale ou bien l'absorption maximale pour ce paramètre donné et faire des études dans le laboratoire. Si ça sera avec spectroradiométre, ce sera mieux pour extraire les différentes données au laboratoire et après chercher des modèles constitués pour modéliser ce paramètre. Et merci pour votre attention. Je veux seulement présenter, signaler que les deux travaux ont été publiés dans des journaux internationaux, bien sûr. Et si vous voulez, je peux partager les deux articles avec vous. Après, si vous pouvez prendre plusieurs informations à propos du processus utilisé, etc. Donc, merci pour votre attention. Merci, M. Fiani, pour cette présentation riche comme application des traitements de la géomatique. J'ai essayé, M. Sama, de ne pas passer 10 minutes. J'espère que je n'ai pas passé 10 minutes. Merci beaucoup. Oui, à vous aussi. Donc, on passe au quatrième présentation. Qui sera présenté par M. Abdeslam Salmi. Chris. Oui, M. Sama, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. D'accord. Merci de désactiver vos micros, s'il vous plaît. Alors, bonjour à tous et bienvenue à notre présentation qui s'intéresse sur la partie diffusion des résultats ou bien le fruit de traitement des données géospatiales ou bien les données géolocalisées. D'abord, je me présente, je m'appelle Abdeslam Salmi, doctorant à la faculté des sciences et techniques de Bni Mellal, au laboratoire des géoressources et environnement. Alors, sur cette présentation, on va traiter les différents produits obtenus à partir des traitements appliqués aux données géolocalisées et qui sont ainsi repérés ou bien répétés sur les demandes des maîtres d'ouvrage. Alors, on va enchaîner comme suit. On va commencer par une petite introduction, suivie par l'historique de la diffusion des données spatiales. On passe au mode de diffusion des données et enfin, on récapitule par une petite conclusion. Alors, comme vous savez, la géomatique regroupe l'ensemble des outils et méthodes permettant de représenter, d'analyser et d'intégrer des données géographiques ou bien
géospatiales, à savoir la télédétection et la photogrammétrie, qui ont certes à l'acquisition de l'information géographique par des capteurs aéroportés ou spatiaux, la surveillance topographique ou bien mesure au sol sur les objets de la surface terrestre, le système de positionnement global, le GPS, qui sert à repérer les objets au sol à l'aide des récepteurs en relation avec des satellites, la cartographie, l'informatique, le système d'information géographique qui est informatisé aussi pour la gestion et l'analyse de l'information géographique. Alors, nous observons que toutes ces disciplines sont étroitement liées à l'information géographique, qui est la représentation d'un objet ou d'un phénomène localisé dans l'espace. On parle de la collecte de l'information géographique, on parle de traitement de l'information géographique. C'est deux parties qui sont traitées précédemment avec mes collègues. C'est pour cela l'objectif de cette présentation est d'avoir les différentes modalités de diffusion de cette notion en se basant sur les différentes techniques associées avec la géomatique. Alors, on passe. Historiquement, le docteur John Snow, c'est un médecin britannique, a effectué une analyse spatiale de l'épidémie de choléra qui a sévi à London en 1854. Cette carte retrace l'histoire de choléra en 1854 dans le quartier londonien de Soho et où il est exercé. La cartographie devient un allié épidémiologique grâce à John Snow et aussi un allié pour tous les phénomènes spatiaux. Alors, à partir de ça, on peut dire que cette carte représente le mode de diffusion des données collectées sur terrain et analysées, ou bien les analyses effectuées au laboratoire de John Snow. Alors, on passe maintenant pour avoir les différentes modalités de cette opération. On commence maintenant par une généralité. Nous avons traité précédemment que l'information géographique est l'objet de la géomatique et de développement des outils de la géomatique. Cette information, lorsqu'elle est collectée par les outils de collecte GPS, station totale, théodolite, satellite, scanner et ainsi de suite, et après avoir traité et analysé par les différentes techniques qu'on a vues avec M. Nassaddin et M. Oussama, il a été diffusé selon plusieurs modalités, selon les besoins de notre traitement et les besoins des maîtres d'ouvrage. Parmi ces modalités, on trouve les cartes thématiques, les cartes web, les fichiers de forme qui ont certes à enrichir la base de données du système d'information géographique. Et on trouve aussi les produits photogrammétriques. Premièrement, la cartographie thématique. Grâce à cet outil, nous obtenons des images graphiques particulières qui traduisent les relations spatiales des variables ou bien des phénomènes. Ces images, on les définit comme une carte inventaire qui permet de montrer avec précision la localisation des phénomènes, des cartes d'analyse qui permettent de superposer différents thèmes ou comme objet de représentation des analyses des données multivariées, des cartes statiques ou bien dynamiques sont la traduction d'un mouvement dans le temps ou bien dans l'espace. Et enfin, les cartes de synthèse qui cherchent à visualiser la répartition spatiale des phénomènes. À titre d'exemple, les deux cartes apparues devant nous montrent deux exemples de cartes thématiques. Une inventaire représente l'emplacement de certaines constructions dans la région de Rhône-Alpes au sud-est de la France, les aéroports, les barrages, les sous-préfectures et ainsi de suite. Et l'autre, c'est une carte d'analyse qui classifiait les pays de monde en termes de richesse et de pauvreté en se basant sur le PNB par habitant de chaque pays.
Alors que ces deux autres cartes représentent deux exemples de cartes dynamiques. La figure à droite qui montre la phénomène de la dérivée du continent avec des flèches représente les directions de mouvement. L'autre figure représente un résultat de synthèse socio-économique à partir de la classification ascendante hiérarchique réalisée sur 13 variables socio-démographiques. Et dans le même sens et dans le domaine, les domaines environnementaux, il existe des résultats, des cartes synthétiques, surtout dans les projets qui servent à utiliser les méthodes statistiques multicritères, par exemple les résultats de recherche des emplacements, des charges contrôlées, par exemple, par la méthode hiérarchique multicritère. Alors, on passe maintenant à l'autre partie qui concerne la cartographie sur web. Alors, si on parle de la cartographie sur web ou bien le web mapping, on parle de la diffusion des cartes via le réseau Internet. Cette diffusion permet d'afficher une carte sur une page web et d'effectuer des requêtes sur les données alimentant la carte affichée. Il repose principalement sur ces trois composants, le client, le serveur et les données. L'échange d'informations se fait par le navigateur Internet, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari et ainsi de suite, via les requêtes HTTP envoyées par le poste client et la page HTML. Alors, la cartographie sur web a pour trois objectifs principaux. Pour pouvoir manipuler la carte, gérer les couches, leur visibilité, le contraste, afficher la légende, déplacer la carte, zoomer sur la carte et ainsi de suite. Deuxièmement, avoir la possibilité de consulter simplement les données sans avoir recours à la recherche. Et enfin, pouvoir se localiser et tirer des informations à partir des endroits souhaités par l'utilisateur. Et voilà un exemple pratique d'une cartographie sur web. Cette carte qui permet à tout le monde d'exploiter une grande partie des données cartographiques et socio-économiques via Internet. Interroger ces données ou bien les requêtes d'avoir le résultat sur un navigateur Internet et sous un format approprié sans installer aucun logiciel particulier. Un autre exemple des cartes interactives sur web effectuées actuellement par les agences urbaines de l'État marocain pour partager les plans d'aménagement des domaines qu'ils dirigent. À titre d'exemple, le géoportail de l'agence urbaine de Rabat. Cette plateforme interactive offre une panoplie de possibilités, notamment l'interrogation de la base de données urbanistique, l'édition d'une note d'information indicative sur les dispositions urbanistiques, l'identification d'un emplacement géographique pour y revenir ultérieurement, l'interopérabilité des données, le partage des outputs avec d'autres plateformes et réseaux. Alors, passons maintenant à la dernière partie de la diffusion des données qui concerne un domaine qui continue de se développer et d'introduire de nouveaux ou bien de nouvelles méthodes. Et il représente l'avenir de la géomatique, c'est la photogrammétrie. Qui permettent de reconstituer et de mesurer une scène à partir de photographies prises depuis des points de vue différents. Il remplace parfois plusieurs domaines, par exemple la topographie classique, où on trouve qu'une image drone après traitement permet aux topographes de réaliser des relevés topographiques plus précises et plus rapides que les méthodes habituelles. Alors, les différents produits photogrammétriques sont premièrement l'orthophoto, qui est un assemblage de plusieurs photos aériennes verticales géoréférencées. Il donne une vue d'ensemble d'un site à l'échelle, tout en offrant des détails précis. Building Information Modeling, ou bien le BIM, et la modélisation 3D, qui sont des techniques consistant à reproduire ou à créer un objet sous forme d'image 3D utile
dans plusieurs domaines, surtout l'architecture, la topographie, et aussi utilisé pour faciliter les travaux d'extraction dans les carrières et les mines, et ainsi de suite. Et enfin, les modules numériques de terrain, le DOM et les modules de surface de terrain, qui ont plusieurs usages. Alors, comme conclusion, la diffusion des données géographiques passe par de nombreuses étapes dans lesquelles on s'appuie sur plusieurs équipements, mais finalement, la qualité des résultats diffusés reste associée par la qualité des ressources humaines introduites dans ce système. C'est pour cela la bonne formation de ces processus joue un rôle important dans la réussite de ce processus. Et merci pour votre attention. À vous la parole, M. Oussama. Merci, M. Abslam Salmi, pour cette jolie présentation sur la diffusion des résultats cartographiques. J'accorde maintenant la parole à M. Christian Moyaya. Monsieur Christian Moyaya de la société RFS Consulting. Donc, à vous la parole. En fait, oui, salut à tous. C'est comme je vous ai laissé un message sur WhatsApp, j'avais un petit problème avec l'ordinateur qui suis entré presque à la fin de la résolution. Là, j'étais encore connecté sur mon téléphone, ce qui ne me donnera pas la possibilité de partager. Si vous pouvez accorder le temps pour quelques questions, le temps de me laisser même 5 minutes, comme ça je me connecte avec l'ordinateur parce que le problème est résolu. D'accord. Si vous avez des questions, si vous voulez intervenir, par exemple, à des questions ou bien à des ajouts d'autres sur le domaine de la géomatique, vous pouvez activer votre micro ou bien on passe à la présentation suivante. Il n'y a pas de questions. Donc, j'accorde la parole à au professeur Hassan Tibiaoui. Merci Oussama, merci chers collègues, bienvenue à toute personne à ce webinaire pour justement discuter de l'offre de formation que nous proposons à travers notre faculté et notre université. Notre faculté à la ville de Fès, de Taza, qui fait partie de notre université, l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah, l'université de Fès, au centre du Maroc. Donc là, j'invite et nous sommes très heureux de voir beaucoup de nos amis africains, francophones, à travers ce webinaire. Et donc, nous leur souhaitons la bienvenue à cette réunion. Donc, de mon côté, je vais vous présenter un petit peu cette offre de formation que nous proposons à travers le Bac plus 2 et enfin, disons, une licence professionnelle et un master professionnel. Donc, un master professionnel, c'est Bac plus 2. Et licence professionnelle, c'est une année de formation qui se concrétise par un diplôme de fin de formation. C'est un diplôme qui est délivré par l'université de Fès au Maroc. Donc, vous avez déjà peut-être une idée, c'est ça, donc c'est Bac plus 5 en 2 ans exactement. Et là, je vais vous présenter les affiches et essayer de les expliquer tout en sachant, c'est ça, et Bac plus 3, c'est en une année exactement. Donc, je réponds en même temps aux questions posées. Alors, je vais essayer de faire une présentation d'une fenêtre que je vais sélectionner. Voilà, je vais sélectionner une fenêtre.
OK, donc autorisé. Et voilà, je vais me mettre sur la présentation. Alors, est-ce que vous voyez cette présentation? Est-ce que vous l'avez sur vos écrans, cette présentation? Oui, Oui, c'est bon, c'est Alors, parfait. voilà. Très bien. Donc là, ce sont deux affiches que vous allez probablement, qu'on peut vous envoyer sur vos adresses email. Nous avons heureusement une plateforme d'adresses email de personnes intéressées qui dépasse les 500 personnes, avec des amis, enfin des personnes intéressées qui sont du Maroc, de l'Algérie, la Tunisie, des amis de la Mauritanie, du Côte d'Ivoire, du Gabon et d'autres, de plusieurs pays francophones. Donc là, première offre de formation, c'est le diplôme Bac plus 3. Donc on a choisi ce titre de la géomatique pour une prise de décision rationnelle. Les modalités d'admission à cette formation, c'est d'avoir un diplôme Bac plus 2 en sciences et techniques, sciences humaines, sciences économiques ou équivalent, ou être lauréat d'un centre de formation professionnelle qui est reconnu par l'État, ou alors un institut équivalent. Alors, les candidats doivent disposer bien sûr d'un ordinateur personnel de connexion Internet durant toute la durée de la formation. Alors, concernant la maquette de la formation Bac plus 3, ça veut dire une année de formation, enfin Bac plus 2, et qui va délivrer un diplôme de licence. Il est réparti en 2 semestres. Au cours du premier semestre, vous allez pouvoir suivre des cours en 5 modules, avec une charge horaire de 40 heures par module, et qui se termine bien sûr avec des examens, des contrôles, etc., des contrôles de connaissances et des examens. Alors maintenant, donc, en ce qui concerne la formation, nous avons un premier module qui concerne la cartographie numérique, avec tout ce qui est concept de base, les applications. Ensuite, nous passons au système d'information géographique et aux analyses spatiales, les bases de données en référence spatiale, un peu de géodésie, de topométrie, de géolocalisation. C'est des choses qui sont très importantes pour pouvoir récolter des données correctes. Et puis, nous avons tout un module sur la statistique et la géostatistique et de l'interpolation spatiale. Vous avez pu suivre un petit exemple présenté par notre ami et collègue, professeur Zouzi. Alors, en deuxième semestre, vous allez pouvoir suivre des cours en télédétection et traitement des images de télédétection. Et là, vous avez pu suivre certains exemples de nos amis de Meknès, de la ville de Meknès et de la ville de Bni Mellal, deux doctorants. La géomatique appliquée, donc ça concerne un thème spécial. Ça peut être appliqué à la géologie, à l'urbanisme, à différents domaines d'application. Il y a un module de la fabrication numérique et de la publication sur Google Earth. Ensuite, nous avons un module de soft skills et finalement un projet tutoré ou alors un stage d'entreprise que l'on peut vous encadrer à le suivre sur une durée de 3 mois pour pouvoir faire sortir ce que vous avez pris comme connaissance et comme formation lors du premier semestre et la moitié du deuxième semestre. Alors, le coordinateur pédagogique, c'est professeur Nasreddine Souzi qui a fait déjà la présentation. C'était la deuxième personne qui a présenté au cours de ce webinaire. Et puis, vous avez toute une panoplie d'informations que vous pouvez suivre en ligne sur le site web de notre faculté, sur la page web, la page Facebook et sur la page LinkedIn. Et bien sûr, le responsable de communication qui encadre un petit peu cette journée, ce webinaire, c'est Oussama Mjner à travers son compte académique de l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah.académie.maroc.
Alors maintenant, ça c'est la deuxième affiche du deuxième diplôme que l'on peut proposer, qu'on a appelé génie géomatique. C'est un diplôme qui est également délivré par notre université. Mais avant ça, voilà, donc avant ça, j'ai sauté cette information qui est les frais de formation pour les bac plus 3, c'est de 25 000 dirhams. Son équivalent, on peut en voir son équivalent si vous êtes intéressé. Vous nous envoyez des emails pour voir un peu l'équivalent en euros ou en dollars ou la monnaie qui peut faire des échanges de tout ça. Alors, c'est un montant pour la durée d'une année de formation. Alors, pour ce qui est génie géomatique, voilà, donc c'est du bac plus 5, ça veut dire que vous êtes diplômé de bac plus 3 ou bac plus 4, ou alors vous êtes en activité professionnelle, c'est-à-dire administrative que vous devez justifier que vous avez un bac plus 2 ou bac plus 3, mais avec un certain nombre d'années en activité. Vous habitez au Maroc ou à l'étranger, donc ça ne dérange pas puisque la majorité des formations se dérouleront, enfin toutes les formations se dérouleront à distance. Vous aspirez une promotion ou vous cherchez à élargir vos compétences. Vous êtes intéressé par la géomatique en tant que science qui connaît actuellement un plein essor. Et c'est un plein essor que nous sommes en train de sentir à travers nos portables, nos téléphones, à travers nos communications, à travers le fait qu'on est on peut chercher une position juste à travers notre téléphone, on peut se localiser. Et donc, la géomatique, il propose cette panoplie de nouvelles technologies. Alors, le diplôme génie géomatique, c'est une formation de 2 ans, de niveau bac plus 5. Il est ouvert depuis 2020. On a déjà commencé à délivrer les premiers lauréats et constitue une grande partie d'enseignement qui est en ligne. Alors, la maquette de cette formation se compose bien sûr 2 années. Chaque année, c'est 2 semestres. Le semestre 1 et semestre 2 en première année, semestre 3 et semestre 4 en deuxième année. Donc, semestre 1, c'est 6 modules, à savoir la cartographie numérique, les systèmes d'information géographique, les bases de données à référence spatiale, la géodésie, les statistiques, et puis un peu sur les professionnels soft skills. Le deuxième semestre, c'est un peu plus de détails plus d'approfondissement. Donc, nous passons à l'analyse spatiale et la production de cartes en 2 dimensions et 3 dimensions. La télédétection passive, à savoir tout ce qui est imagerie prise par un détecteur passif. Donc, vous allez pouvoir suivre les bases de cours sur la physique, les traitements des images. Et puis, un autre module, c'est la télédétection radar, à savoir les bases physiques, les traitements des images. Un autre module sur la photogrammétrie, la stéréoscopie et les drones civils. Donc, vous avez pu suivre des images présentées par Oussama au début de ce webinaire. Un autre module sur la fabrication numérique et les publications sur Google Earth. Ensuite, c'est les professionnels soft skills. Alors, la deuxième année, c'est le semestre 3 avec un SIG décisionnel, les SIG mobiles, le web mapping, donc web SIG, la qualité et gestion de projets géomatiques. Ensuite, un module thématique avec stage de terrain. Un autre module sur la géomatique appliquée. Et puis, vous allez suivre sur un autre module un peu l'évolution des technologies spatiales et satellitaires depuis une trentaine d'années jusqu'à aujourd'hui, un peu sur les projets futurs. Le dernier semestre, ça commence par un atelier entrepreneuriat. Donc,
comment gérer et créer une petite entreprise en géomatique, et puis finalement un projet de fin d'études qui va durer quelque chose comme 5-6 mois. Donc, les objectifs de la formation, je ne vais pas les citer en toutes, mais c'est déjà pour former des cadres géomaticiens professionnels et autonomes. Ils sont capables de faire beaucoup de choses avec les choses que vous avez pu suivre avec nos amis doctorants. Alors, les lauréats de cette formation, ils peuvent joindre un certain nombre en tant que cadre géomaticien, un certain nombre d'activités, des bureaux d'études, des laboratoires de recherche, des services techniques de collectivités locales territoriales, des entreprises d'État, et peuvent eux-mêmes créer leur entreprise. Alors, l'admission pour cette formation, c'est du Bac+3 ou équivalent. Ça peut être une licence fondamentale, licence professionnelle, un diplôme d'université en sciences et techniques, sciences humaines, sciences économiques, ou alors un Bac+2 avec une expérience professionnelle d'au moins 1 année. Et donc, ça permet déjà de passer directement à la deuxième année du Bac+5. L'admission, cette fois-ci, en deuxième année, en deuxième année, c'est du Bac+4, ça veut dire un niveau master professionnel ou un master fondamental, ou alors un Bac+3 avec une expérience d'au moins 1 année dans le domaine scientifique et technique. Et bien sûr, il faut avoir quelques notions de cartographie, de géolocalisation, de sigle qui vous permettent d'aller directement à la deuxième année et aller vers beaucoup plus d'applications métiers. Donc, les candidats doivent disposer bien sûr d'ordinateurs personnels et de connexion Internet durant toute la durée de la formation. Voilà, alors pour cette formation, il est estimé à 35 000 dirhams pour les 2 années, avec des facilités de paiement possibles en allant faire quelque chose comme un paiement par trimestre. Donc, je suis le coordinateur pédagogique de cette formation que vous pouvez me contacter à travers mon adresse email académique ou alors contacter directement M. Oussama qui pourra vous donner beaucoup plus d'informations sur les 2 formations. Voilà, donc avec ça, je vous remercie. Je redonne la parole à Oussama et bien sûr, on peut répondre à vos questions directement par le chat. Ça permet un peu de ne pas, ça permet aux personnes qui n'ont pas la possibilité de communiquer en audio, d'écrire leurs questions. On peut répondre à ça. Mais aussi, vous pouvez envoyer des emails à Oussama et on va vous répondre de façon officielle avec d'autres informations que vous voulez savoir. Voilà, donc j'ai terminé. Je redonne la parole à M. Oussama. À vous la parole. Merci, monsieur professeur Hassan Tibiaoui, pour ces éclaircissements concernant les formations que moi-même j'ai reçu plus que de 60 emails, 60 messages concernant l'inscription et les modalités d'inscription au diplôme universitaire de notre université. Monsieur Christian Moyaya, est-ce que vous avez réglé le problème? Tu peux intervenir? Non, dommage, le problème n'est pas résolu. Là, je me suis encore connecté avec mon téléphone. L'ordinateur pose toujours le même problème. J'aurais voulu intervenir et puis parler du projet, mais la technique me pose autre chose. Oui. Vous pouvez intervenir sans présentation. Alors, si c'est le cas, je peux dire quelque chose malgré la déstabilisation. En fait, d'abord, je tiens à te remercier sincèrement. Je suis Christian Mouyaya, je suis consultant environnementaliste, puis responsable de RFS Consulting, qui est un cabinet ou un bureau d'études environnementales et d'ingénierie basé dans la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, toujours dans le même ordre d'idée de notre thème,
j'ai jugé bon parler de l'utilisation des technologies géospatiales normales, précisément le SIG, pour la gestion forestière. En fait, au sein du cabinet, il y a cela un mois, nous avons travaillé sur un projet de la cartographie du jardin botanique. Le but était de mettre en place un outil numérique, une plateforme numérique qui permettra la bonne gestion des espèces végétales au sein du jardin. Donc, malheureusement, je ne saurais pas vous présenter tout ce qui est comme carte parce que ce qui est prévu, je devais diffuser les résultats de notre projet. Partant de ce projet-là, premièrement, en fait, au niveau du jardin botanique de Kinshasa, qui est l'un des poumons verts de la ville de Kinshasa, parce que c'est parmi l'unique endroits où on peut arriver et puis être encore en contact avec la nature. Et il était important de préserver cela. Au niveau du jardin, il y a des agents de guides touristiques qui peut-être utilisent toujours les méthodes anciennes. Parce que pour, par exemple, faire l'inventaire, ils ont, par exemple, du papier, ils mentionnent le nom de chaque espèce, ainsi de suite. Alors, nous avons jugé bon les aider à faire ce passage-là vers l'utilisation des nouvelles technologies géospatiales, précisément le SIG, en mettant en place de plateformes numériques, par exemple la cartographie dynamique, qui leur permettront d'avoir une idée générale sur les espèces qui s'y trouvent dans le jardin. Partant de cela, nous avons commencé par mettre en place un formulaire numérique. Nous avons utilisé plusieurs logiciels. Surtout, on s'est beaucoup plus basé sur le logiciel open source, donc, qui ne nécessite pas des droits de licence et autres là, vu que c'est un établissement public et vu le moyen qu'il dispose aussi. Nous avons utilisé l'application, le QGIS pour Android, le Keyfield. Donc, au niveau du bureau, nous avons mis en place un projet site du jardin botanique, géolocaliser les différentes espèces, représenter les différentes parcelles, parce qu'au niveau des jardins répartis en plusieurs parcelles, selon les espèces, donc, par exemple les arbres fruitiers, ceci, cela, les arbres endogènes et exogènes. Ces formulaires numériques, on s'est servi aussi de l'outil KoboCollect, nous a permis à faire un peu, à essayer un peu d'identifier chaque espèce et puis de géolocaliser. Parce qu'au niveau du jardin, ils avaient fait de tels inventaires, mais c'était encore avec des méthodes anciennes, avec des listes, des tableaux, des choses comme ça. Alors, le but était de numériser tout cela et puis compléter et puis vérifier, en fait, de confirmer si c'est bien vrai les données de l'espèce qu'on a et les coordonnées correspondent. On s'est servi des applications mobiles. On a préféré les applications mobiles par rapport aux appareils GPS, par rapport en faisant référence à la précision, parce qu'aujourd'hui, il y a des applications mobiles qui donnent beaucoup plus de précision que certains appareils GPS. On a utilisé mobile topographeur, qui nous a permis aussi à géolocaliser chacune des espèces. Au niveau du bureau, on avait mis en place un formulaire numérique, et dans le formulaire, on a mis certaines informations utiles que les agents du jardin avaient besoin, par exemple le nom de l'espèce, la famille de l'espèce, le nom scientifique, le nom commercial, l'usage de cette espèce-là. Est-ce que c'est l'usage, c'est médicinal, c'est ornemental ou c'est comestible, et aussi la provenance de l'espèce. Est-ce que l'espèce végétale qui se trouve dans le jardin et l'origine, la provenance est endogène, ça provient du pays, ça provient de l'extérieur. Et nous avons aussi mis à côté des champs, en fait, des rubriques, par exemple, sur la santé de l'espèce. Et donc, ça veut dire, lorsque le guide touristique est sur terrain, ou soit les agents, les techniciens du jardin sont sur le terrain, avec ces formulaires numériques, ainsi qu'accompagnés par les outils, soit le Keyfield ou soit encore KoboCollect, il peut déjà déterminer, par exemple, en voyant l'espèce, il prend les autres informations et il peut déterminer aussi l'état de santé de l'espèce. Et après avoir déterminé l'état de santé de l'espèce, il y a une rubrique qui regroupe un peu les actions à mener. Si par exemple l'état est bon, ça veut dire qu'il y a quelques actions à mener. On peut continuer à faire l'entretien. Si l'état est vraiment dégradé, on peut par exemple procéder aussi à l'abattage. Donc en fait, cet outil-là, le but était d'aider le gestionnaire du jardin afin d'avoir une idée sur d'abord le nombre d'espèces qui se trouvent au sein du jardin et aussi les activités à faire pendant la semaine. Parce que grâce à ces informations qu'il va recevoir, par exemple, les informations venant de ceux qui seront sur le terrain pour faire le baptême et autres là, le responsable saura, par exemple, combien d'espèces dans l'état est, par exemple, l'état n'est pas bon et quelles sont les activités prévues. Il faut faire, par exemple, l'abattage, l'entretien ou quoi que ce soit.
et c'était prévu pour quelle période et cela a été fait ou pas. À part cela, par rapport au guide maintenant, l'outil devait aussi les aider à facilement identifier et reconnaître les espèces parce que on a, parmi les doléances, en fait, certains guides avaient du mal, vu le nombre d'espèces qui se trouvent dans le jardin, certains guides avaient du mal à bien expliquer lorsqu'il y a des visiteurs, ainsi de suite. Mais grâce à cette application, à cette plateforme numérique, la cartographie numérique que nous avons mis en place au sein du jardin, ça veut dire, en se servant aussi de l'application qui filme, le même projet travaillé sur QGIS a été placé dans leurs différentes tablettes et téléphones. Ça veut dire, en étant sur terrain, là où il se trouve, une fois avec la localisation, géolocalisation des téléphones allumés, il indique là où il se trouve avec sa tablette. Et facilement, il peut reconnaître quel est l'espèce végétale qui est à côté, l'arbre ou bien plante géante, peu importe. Et facilement, sur la tablette, il n'a qu'appuyer. Donc, ça veut dire cliquer là où il est, l'espèce qui est là à côté, il peut cliquer et directement, le formulaire numérique s'affiche. Ce qui lui permet, par rapport aux informations qui se trouvent sur le formulaire, de retrouver les noms de l'espèce, la famille de l'espèce, l'origine et aussi la possibilité d'inclure directement la photo. Donc, ça veut dire prendre directement la photo de l'espèce et l'inclure sur le formulaire. Donc, en fait, aujourd'hui, mon souci était de vous faire voir les différentes cartes réalisées déjà. Malheureusement, l'ordinateur n'a pas permis. Je crois que dans le futur, nous pourrons le faire. Et ça, c'était la première phase du projet. La deuxième phase du projet, maintenant, c'était question de mettre en place, en fait, quitter de la cartographie, au fait, des sites bureautiques vers le site serveur. Donc, mettre en place maintenant la plateforme et puis les aider à actualiser cela de temps en temps. On devait se servir du logiciel LiseMap parce qu'on a, comme je l'ai dit au début, on s'est basé que sur des logiciels open source qui ne nécessitent pas, par exemple, le droit d'auteur, la licence, ainsi de suite. À partir de QGIS, on devait mettre en place une base de données grâce au PostgreSQL, le PostGIS, et aussi utiliser l'extension LiseMap qui permet à publier ou soit à mettre en place à publier des cartes. Ça veut dire que ce que vous avez réalisé, vous pouvez le publier. Et maintenant, ça donne la possibilité, comme les précédents intervenants l'ont dit, ça donne la possibilité aux utilisateurs, soit aux visiteurs, de déterminer l'information qu'ils veulent afficher. Par exemple, par rapport à tout ce qui sera comme information ou données dans les différentes formulaires, soit table d'attributs de chacune des espèces, soit de base de données, les utilisateurs pourront déterminer quelles sont les informations à afficher. Par exemple, il peut dire, j'aimerais juste afficher les espèces endogènes. J'aimerais juste afficher les espèces, par exemple, provenant du continent africain. Parce que toutes ces informations-là sont déjà reprises dans la base de données, sous forme de tableaux, et qui le permet maintenant à filtrer les informations à afficher. Et ça permet aussi aux gestionnaires du jardin de savoir quel est l'état du jardin, par exemple, par rapport à la santé des espèces, qu'est-ce que nous devons faire maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire, quelles sont les espèces qui sont en voie de disparition, parce que partant des années antérieures, ils savent déjà quel est le nombre d'espèces qu'ils avaient. Et maintenant, grâce à l'outil, avec les différents formulaires numériques qui vont leur permettre de faire l'inventaire et autres là, ils sauront déjà combien d'espèces on avait l'année passée, combien d'espèces nous avons maintenant, quelles sont les espèces, par exemple, qui ne sont pas de chez nous et qui sont en voie de disparition, et comment on peut résoudre ce problème-là. En fait, le but du projet était en ça, malgré que je parle comme ça sans toutefois être sur la présentation, c'est pourquoi je parle un peu de beaucoup de choses, mais sinon, j'aurais voulu qu'il y ait la présentation afin de tout suivre en ordre et puis vous présenter les différentes cartes. Mais je crois dans le prochain jour, on verra comment le faire. Donc, je vous présente mes sincères excuses pour ce qui est arrivé et je pense m'arrêter là. Merci, Monsieur Christian Mouyaya de Congo RDC pour votre intervention. Suivez-nous sur nos différentes pages Facebook et page LinkedIn. Vous avez mon adresse mail. Vous avez aussi mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'appeler pour plus d'informations sur WhatsApp ou bien de m'appeler directement. Merci pour votre présence. Merci, chers intervenants. Merci tout le monde pour votre attention. Et pourquoi pas, pour une autre occasion, d'organiser un autre webinaire pour une thématique de la géomatique. Merci. Merci beaucoup, mon cher. Et aussi, je ne manquerai pas à partager l'information avec les autres, ceux qui souhaiteront suivre la formation, vu que nous avons aussi des plateformes où nous gérons beaucoup d'étudiants, que ce soit africains et ailleurs. Je leur passerai l'information, comme ça, ils vont aussi
prendre plus d'informations sur la formation que vous avez organisée.